Est-ce que, pour toi, le Ballon d'Or peut échapper à Ousmane Dembélé ? Oui. Oui, pour plein de raisons. Finalement, je trouve que la Coupe du Monde des clubs qu'on nous avait vendue comme un élément décisif potentiel dans l'attribution du Ballon d'Or ne change pas grand-chose à l'affaire. Tout s'est joué pendant cette Ligue des Champions et au fond, rien n'a vraiment changé depuis le 1er juin. Moi, je vois deux soucis pour Ousmane Dembélé. Le premier, c'est la dispersion des voix. On va probablement en parler un peu plus longuement, mais Dembélé fait partie d'un effectif où Donnarumma va récupérer des voix, ou Achraf Hakimi, qui est aussi, et on sait qu'il y a la géopolitique parfois qui s'applique dans ce genre de vote, peut avoir le soutien du monde arabe, du monde africain, ça peut beaucoup peser, donc potentiellement Achraf Hakimi prendra beaucoup de voix, Vitinha qui a fait une saison remarquable, donc je vois déjà 4 Parisiens qui méritent tous d'être dans le top 10, mais qui potentiellement vont se prendre des voix les uns aux autres, comme ça avait été le cas en 2018 pour l'équipe de France avec Griezmann, Varane et Mbappé. Et le deuxième truc, c'est que je pense que la façon dont le Ballon d'Or s'est transformé ces dernières années fait qu'on vote plus sur un nom et sur un profil que sur un joueur qui a accompli des choses. Je pense que Yamal va concentrer les voix. Je pense que Rafinha, finalement, n'aura pas grand-chose, que Pedri, finalement, n'aura pas grand-chose, et que les gens vont voter pour le meilleur joueur du monde. Sur un terrain, à l'instant T, Yamal est le meilleur joueur du monde. Dembélé a accompli plus de choses collectivement cette saison, mais je pense que la nature changeante du Ballon d'Or ces dernières années fait que les votes pour Yamal vont être beaucoup plus faciles, et si je caricature, Yamal, il sera dans tous les top 3 de tous les votants. On rappelle, je crois que c'est les 100 journalistes des 100 Premières Nations classés au classement FIFA. À mon avis, Yamal sera sur tous les podiums ou sur 99. Je ne peux pas en dire autant pour Ousmane Dembélé, malheureusement. Alors moi, j'ai jamais cru à l'influence de la Coupe du Monde des clubs sur le Ballon d'Or, parce que c'est une compétition en plastique et de toute façon, à l'arrivée, qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura pas tellement d'influence parce que Dembélé n'aura pas joué et Mbappé, lui, n'aura pas beaucoup joué. Donc, et imaginez que Dembélé gagne la Coupe du Monde des clubs, au pire, ça fera qu'un truc en plus. Moi, je pense qu'il va être Ballon d'Or. Et en tout cas, je vous le dis, le Ballon d'Or, c'est un truc que j'ai chéri toute ma jeunesse, avec les injustices parfois, mais je trouvais qu'il y avait une forme de logique parfois même dans les injustices. C'est-à-dire qu'on arrive à comprendre pourquoi. Si honnêtement, Dembélé n'est pas Ballon d'Or cette année, il faut arrêter, il faut mettre la clé sous la porte, il faut faire autre chose. Et je le dis pour l'organisateur du Ballon d'Or, parce que là, il sera vraiment cassé le Ballon d'Or. Dembélé a gagné tout ce qu'il y avait à gagner. On ne peut pas lui reprocher de dire t'as laissé passer. Alors il y a la Ligue des Nations, mais la Ligue des Nations c'est sur 2 matchs, etc. Voilà, avec le PSG, il a gagné tout ce qu'il y avait à gagner. Il fait une saison statistique qui est plutôt honorable avec 33 buts, 15 passes décisives. Alors en aparté, je vais vous dire quelque chose. J'aurais bien aimé Hakimi. Parce qu'Hakimi, je trouve que sur toute la distance, c'est exceptionnel ce qu'il a réussi. Il marque en quart, il marque en demi, il marque en finale. Et puis voilà, c'est un joueur hybride, c'est un joueur exceptionnel, mais c'est un défenseur. Donc on sait que le Ballon d'Or n'aime pas tellement un défenseur. La dispersion des voix, c'est vrai que c'est possible. On prend les cas Van Dijk qui le perd pour 7 points en 2019. C'est vrai, Liverpool aussi. Ouais. Mané, Salah, Alisson qui sont 4, 5, 7. Gros collectif. Et Vinicius en 2024, on peut aussi dire que ça a joué parce qu'il y a Jude Bellingham qui est troisième, et Carvajal qui est 4e. Maintenant, ce qui me fait un peu moins peur pour Dembélé dans cette dispersion des voix, c'est que quand vous regardez Van Dijk ou Vinicius, il y a derrière un autre profil offensif qui est noté très haut. C'est-à-dire qu'en gros, le Ballon d'Or, c'est une compète qui n'aime pas les défenseurs en général. Et si vous voulez être Ballon d'Or et être un défenseur, il faut réussir un exploit monumental. Je dirais que sa chance à Dembélé au PSG aujourd'hui, c'est d'avoir face à lui ou Vitinha, ou Hakimi, ou Donnarumma, qui sont des joueurs qui sont moins dans la lumière. Ce serait plus inquiétant si avec Vara ou s'il y avait eu à l'époque un Mbappé. Voilà. C'est pour ça que je pense que il n'aurait pas une avance monumentale, mais honnêtement, si dans les 100 votants, ça a changé, le quorum des votants a changé. Avant, c'était tous les pays, on disait justement, ouais, mais lui, il voit des highlights, etc. Là, ça s'est quand même resserré sur des pays qui ont une culture foot quand même un peu plus développée. Mais vraiment, je ne suis pas forcément fan du joueur ou quoi que ce soit. C'est juste d'un point de vue logique de me dire, mais si on ne donne pas le titre
comme tu l'as dit, la distinction meilleur joueur du monde et joueur de l'année, déjà à un type du PSG qui a fait tout ce qu'il avait à faire, vraiment, c'est à n'y rien comprendre. Alors, vous pourriez me dire l'année dernière, Vinicius, oui, sauf que Rodri, il gagne l'Euro avec l'Espagne et que ça peut peser aussi, voilà, et qu'il y a eu évidemment la dispersion. Moi, vraiment, si Dembélé n'est pas Ballon d'Or cette année, je rends mon tablier. John Textor a été poussé dehors, entre guillemets. Il a cédé sa place à un duo Michel Kang et Michael Gerlinger qui vont donc officier face à la DNCG. Rendez-vous le 10 juillet prochain. Et l'équipe nous apprend jeudi qu'il va falloir présenter des choses très concrètes puisque pour Lyon, c'est 200 millions ou rien. Est-ce que tu veux peut-être nous expliquer comment s'effectue cette division? En fait, c'est assez simple. Il faut 100 millions, en gros, pour boucher le fameux trou. On parlait avant de 175 millions, donc il y a l'argent qui est rentré, évidemment. En gros, il y a 100 millions à boucher. Et comme chat échaudé craint l'eau froide, la DNCG demande de voir des comptes un peu consolidés pour la saison à venir. Donc, en gros, ce qu'on demande à Lyon, c'est 100 millions supplémentaire, nous explique l'équipe, en garantie. En fait, il n'y a pas besoin d'en avoir maintenant, mais qu'il y ait quelqu'un qui s'engage, c'est-à-dire il y aura 100 millions. Pourquoi ? Pour aller au bout de la saison, parce qu'on le répète, la DNCG, c'est avant tout un organisme qui s'assure qu'un club puisse terminer une saison. Voilà, c'est un peu plus complexe que d'aller chercher des dettes. En fait, elle veut être sûre qu'un club qui commence va finir. Ce qui s'est passé depuis le dernier épisode, puisqu'on en parlait, comme tu l'as dit vendredi, c'est que John Textor a lâché le navire. Enfin, John Textor garde son poste évidemment à Eagle, mais il ne s'occupe plus, en gros, de l'Olympique Lyonnais. À sa place, Michel Kang et Michael Gerlinger qui ont été nommés à la tête du club. Donc ça, sur le papier, je pense que c'est... il fallait faire quelque chose. Textor ne pouvait pas se représenter à nouveau face à la DNCG. Après, tant qu'on ne les a pas vus à l'œuvre, on ne sait pas ce que ça va donner face à la DNCG. Alors, ça sera sûrement un peu moins rock'n'roll, c'est-à-dire un peu moins promesse qu'avec John Textor, mais en tout cas, ils auront besoin d'être plus convaincants. Mais d'un autre côté, en fait, on ne leur demande pas d'être convaincants. Là, je veux dire, à un moment, je ne comprends, enfin si je comprends, c'est qu'ils n'avaient pas les fonds. Là, on ne demande plus de dire on va faire ci, on va faire ça. Non. Là, la DNCG, je pense que ça peut durer 5 minutes. S'ils apportent des papiers avec il y a 100 millions sur ce compte-là, il y a 100 millions sur l'autre compte pour finir la saison, et ce sera réglé. Là, la DNCG ne cherche pas à dire oui, mais on va faire ça, oui, mais on va vendre tel joueur, oui, mais ceci, cela. Non. Là, c'est plus ça, c'est juste vous nous mettez les 200 millions sur la table et c'est réglé. Le problème, c'est évidemment de trouver les 200 millions. Moi, c'est le seul truc, c'est-à-dire qu'on a parlé à un moment d'Arès qui pourrait tout éponger et donner de l'argent en virant Textor. Est-ce que c'est ça ? Je ne suis pas très sûr, il a nommé quelqu'un d'autre à la place. En tout cas, voilà, l'équation, en fait, elle est basique, si ce n'est de trouver tout cet argent. Il faut juste dire à la DNCG, on a l'argent, c'est réglé, on repart en Ligue 1. Si ils vont le 10 juillet devant la DNCG avec une espèce de tour de passe-passe, oui, mais là, on va vendre les parts de machin, ça ne fonctionnera pas. Je suis assez d'accord avec toi et il y a quelque chose qui me... Je trouve que les dernières infos ont eu le mérite de remettre du concret dans ce dossier de DNCG parce qu'il faut se souvenir qu'il y avait un espèce d'enthousiasme contagieux autour de l'OL lors de son dernier passage devant la DNCG. Tout va bien se passer, on s'est tous fait berner médiatiquement en se disant non, tout va bien, il y a eu des ventes, etc. Non, en fait, là, concrètement, l'OL est, pardonnez-moi l'expression, dans une mer de noir et il va falloir vraiment montrer des choses beaucoup plus concrètes que ce qui a été fait. Je me suis amusé parce que 200 millions d'euros, tu l'as dit Maxime, ça se trouve pas si facilement. Je me suis amusé un petit peu à calculer la valeur de l'effectif de l'Olympique Lyonnais ou en tout cas de ses plus gros actifs. Pour atteindre les 100 millions d'euros, il faudrait vendre Fofana, on va dire 45 millions d'euros si la Première Ligue s'en mêle. Mikotadze, 20 millions d'euros. Nuama, qui est gravement blessé et qui sort d'une grave blessure, en tout cas, on va dire 15 millions d'euros. Tolisso, 8 à 10 millions d'euros. Perry, 10 millions d'euros. Tessman, 5 millions d'euros. Il y a d'autres joueurs un peu dans ce profil-là, mais vous voyez que là, oui, potentiellement, si l'OL vend tous ses joueurs, ils vont atteindre 100 millions d'euros. Mais si l'OL vend tous ses joueurs, il n'y a plus d'équipe en fait. Enfin, là, on parle, c'est même plus de la colonne vertébrale, c'est quasiment l'intégralité du 11 type. Donc, il faut que tout le monde comprenne à Lyon l'urgence de la situation et qu'on arrête de se dire, ça a été un petit peu le discours ces dernières semaines, qu'on avait un peu entendu au moment de la crise financière, le too big to fail. Ça existe en économie, peut-être, parce qu'il y a des fonds étatiques qui peuvent venir sauver des clubs. Ça n'existe pas en football et l'exemple bordelais l'a très bien montré. Donc en fait, il y a eu une urgence et peut-être que Madame Kang, qui a des fonds personnels, des fonds propres un peu plus importants que John Textor va pouvoir remettre au pot, peut-être que Arès va remettre au pot, mais l'OL est dans une situation
dramatique et d'urgence, parce que même ce que je viens de faire comme exercice, les promesses de vente, ça ne passera plus face à la DNCG. Donc, faut se dire que là, la suite, soit elle est catastrophique parce que l'OL ne peut pas aller en Ligue 2, et parce que c'est un club trop gros pour aller en Ligue 2, et donc connaîtra le même sort que Bordeaux, soit elle sera très très chaotique, parce que même si Lyon reste en Ligue 1, dans quelles conditions? Mercredi a démarré l'Euro 2025, où les Bleus se présentent sans certaines taulières, notamment Wendy Renard sur les choix du nouveau sélectionneur Laurent Bonadei. On ne va pas parler de l'équipe de France en tant que telle qui entre dans sa compétition samedi face à l'Angleterre, un gros test a fortiori. On va parler plutôt de la place du football féminin dans l'écosystème médiatique français et de cet échec, disons-le d'entrée, de ne pas avoir réussi à surfer sur cette Coupe du Monde qui était organisée en France, où il y a eu un élan populaire, tu vas le rappeler Maxime, avec des audiences. On est 6 ans après, et là, cet Euro, il passe complètement inaperçu, tout simplement. La Coupe du Monde 2019, c'est un peu le point de départ d'une explosion qu'on imagine, qu'on espère, et qui finalement ne va pas tellement prendre. 2019, c'est le match d'ouverture, je crois que c'est France-Corée du Sud au Parc des Princes. Je me souviens, c'était pendant Roland-Garros, d'ailleurs, on était juste à côté. Ça fait 11 millions de téléspectateurs. C'est non pas peu ou prou ce que font les Bleus masculins, mais dès que vous commencez à dépasser les 10 millions, ça commence à être très costaud. Et il y a un vrai engouement. Les Bleus, en gros, c'est plus autour de 14-15 millions en général. Le quart de finale, face aux États-Unis, 11-8. 11-8, toujours pareil. Plus que raisonnable. Voilà, il y a un vrai engouement, il y a un vrai appétit. Et on se dit à ce moment-là, en 2019, ça y est, c'est parti. Des visages identifiés, des joueuses qu'on reconnaît, qui sont sorties d'un relatif anonymat. Et puis patatras, on est 6 ans après. L'Euro a commencé mercredi et pour le coup, c'est calme plat. On sait qu'il y a France-Angleterre. Si vous allez dans la rue demander à un passant lambda, je suis pas sûr qu'il sache, voilà. Et c'est à ça aussi qu'on voit, c'est pas tant face aux fans ou les gens qui aiment le football comme nous, qui suivent le football, c'est plus par rapport aux gens qui sont les gens lambda, qui savent, tiens, il y a ça qui commence, c'est bien, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont le découvrir. Alors, pourquoi ça n'a pas décollé? Je pense déjà qu'il y a quelque chose qui est très conjoncturel. C'est tombé, cette explosion, on va dire, du foot féminin à la Coupe du Monde 2019, tombe quelques mois avant le Covid. Le Covid qui a entraîné un peu tout le monde dans sa chute. Et je dis pourquoi tout le monde dans sa chute, parce qu'il y a beaucoup de clubs féminins qui sont associés à des clubs masculins. On ne va pas revenir sur les problèmes connus par les droits de TV du football masculin, etc. Mais il se trouve qu'il y a beaucoup moins d'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait, certains? Soit ils ont vendu, soit ils ont lâché. On parlait de Michel Kang tout à l'heure. L'OL, c'est parti sur un autre cadre. Et encore, l'OL, c'est presque une exception qui confirme la règle, comme le PSG. En gros, voilà, c'est que les clubs masculins, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire tout de suite? Ils se sont dit, va falloir faire des économies. Qui va payer? C'est le football féminin. Je pense aussi qu'il y a quelque chose que paye aujourd'hui le football féminin, malheureusement. On est dans une époque que je qualifierais d'élitiste et à outrance du sport. C'est-à-dire que quand vous regardez du sport, et regardez la Coupe du Monde des clubs de football masculin, vous voyez des stades hyper modernes. Le paquet cadeau qui est magnifique. Aujourd'hui, le football français de club n'a pas ça. Je veux dire, le décorum n'est pas au niveau espéré. Ce qui est du mal, c'est de faire venir les gens. On prend la comparaison avec l'Angleterre, qui a réussi évidemment l'envol du football féminin. Les affluences en Espagne. C'est du délire, voilà. Des associations évidemment au club masculin. Je voyais que Arsenal joue, c'est la moyenne l'année dernière. Arsenal, les filles d'Arsenal ont 35 000 spectateurs de moyenne. Imaginez, elles jouent à l'Emirates. Alors pas toujours, mais elles jouent à l'Emirates. Et je crois qu'elles vont jouer la saison prochaine la Ligue des Champions sous le contrôle de Philippe Auclair, notre correspondant en Angleterre. Tous les matchs à l'Emirates pour l'équipe féminine. Oui, et imaginez ça en France, c'est pas le PSG va jouer des matchs au Parc des Princes, mais ne les jouera pas tous. Donc en fait, on est passé. Ce que l'Angleterre a réussi, la France n'a pas réussi. Alors il y a aussi une raison simple. C'est que le nerf de la guerre. C'est-à-dire que l'Angleterre a les moyens, on le voit avec les droits de TV. Et je pense vraiment qu'au-delà de d'autres peut-être considérations, la Coupe du Monde 2019 est presque tombée au pire moment parce qu'elle a précédé le Covid et la chute du football français masculin que les féminines payent à fond. Je partage ton constat et regarder un match de
D1 féminine, sans même parler du niveau, mais juste la réalisation, l'expérience utilisateur. Dieu sait que j'aime pas dire ça quand on parle de sport, mais pour le coup, quand on est sur son canapé, ça compte. Mais en fait, ça fait pas le poids par rapport à plein d'autres choses. Donc, il faut vraiment être très intéressé ou avoir une vraie volonté de mise en avant du foot féminin pour suivre ça assidûment. Moi, je vais rajouter un élément quand même, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. On a vu, pas plus tard que l'an passé, lors des JO de Paris, que c'est possible de ne pas avoir une exposition médiatique XXL tout au long de l'année, mais de savoir saisir les bonnes fenêtres. Le problème aussi en France, c'est l'équipe de France, tout simplement, l'équipe de France féminine, qui n'a jamais su aller plus loin que ce fameux plafond de verre dont on a déjà beaucoup parlé. Alors, j'y étais, je peux en parler. Il y a eu 7 euros, elles réussissent à aller en demi-finale face à l'Allemagne, mais 2023, elles se font sortir en quart de finale à nouveau. 2019, c'est les quarts de finale contre les États-Unis. Les JO d'été, on n'en parle pas. Donc en fait, il y a trop d'occasions manquées à un moment pour devenir quelque chose d'attachant, de durable. Et ajouter à ça, ça a engendré beaucoup de crises sportives. Et finalement, la seule façon dont on parle de cette équipe de France dans les médias, c'est les petites phrases, c'est les clashs, c'est Wendy Renard qui est écartée, c'est Eugénie Le Sommer qui est écartée. Je sais, c'est les mauvais côtés de la médiatisation finalement. On parle plus beaucoup de performance, mais on parle de règlement de compte et de groupe. Voilà, il y a quelque chose je vais dire de malsain, je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais en tout cas, il y a eu trop d'épisodes attestant de quelque chose qui ne se passait pas bien dans le groupe pour dire que, voilà, à un moment, si les Bleus avaient été championnes du monde en 2019, championnes olympiques dans des précédentes éditions, peut-être que, je ne sais pas si ça aurait suffi, mais peut-être que, elles ont systématiquement raté les grandes fenêtres d'exposition. À partir de là, c'est compliqué de construire autour de ça.